Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Elisabeth Charlet, qui est donc professeure à l'Université de Lyon et qui est le lauréat du Grand Prix de la SFP en 2006 et qui va nous parler d'hydrodynamique à l'échelle du nanomètre. Je donne la parole. Merci. Voilà, donc, je vais vous parler d'hydrodynamique à petite échelle et aux surfaces. C'est donc un des sujets qui nous intéresse dans notre équipe à Lyon, Liquides aux interfaces, qui est dirigée par Lidéric Bocquet. Et le plan de mon exposé aujourd'hui va être de mentionner d'abord quelques exemples d'intérêt actuel pour les écoulements à petite échelle. Et puis ensuite, je vais aborder les choses sous l'angle expérimental et je vais vous parler des premières expériences, à ma connaissance, qui ont permis de faire des mesures d'hydrodynamique à des échelles contrôlées avec des résolutions du nanomètre ou meilleures que le nanomètre, donc qui ont été obtenues avec des machines à force de surface. Alors, la conclusion de cette première partie de l'exposé, je vais l'annoncer tout de suite, c'est que le concept d'hydrodynamique macroscopique avec la notion de viscosité, c'est quelque chose qui est très robuste jusqu'à de très petites tailles et utilisable jusqu'à des tailles de l'ordre de quelques tailles moléculaires. Et en fait, lorsqu'on réduit la taille d'un système macroscopique, ce qu'on va voir apparaître en premier, ce sont des effets de surface. Et donc, dans la deuxième partie de l'exposé, je parlerai de la condition limite hydrodynamique à appliquer à une interface entre un liquide et un solide. Et donc, j'essaierai de faire le point sur ce qui est compris actuellement sur la question. D'une part, la condition limite sur une surface aussi lisse que possible, qu'on peut appeler la condition limite intrinsèque. Et puis, la possibilité en pratique de modifier cette condition limite en utilisant des surfaces complexes où on piégerait du gaz à l'interface pour s'en servir comme d'une phase lubrifiante. Voilà. Alors d'abord, l'intérêt des écoulements à petite échelle s'est manifesté récemment avec l'apparition et l'utilisation de systèmes microfluidiques et maintenant nanofluidiques pour un certain nombre d'applications et en particulier pour l'analyse biologique. Donc il s'agit ici de faire des tests de type screening pour analyser un grand nombre d'échantillons ou bien de manipuler des très petites quantités de liquide ou également de rechercher à analyser des liquides qui contiennent des molécules en très faible quantité. Donc ici, la miniaturisation conduit à aller vers des systèmes où les tailles sont de l'ordre du nanomètre, enfin de la dizaine de nanomètres ici. Donc pour des raisons de miniaturisation habituelles, où on essaie de compacter le plus possible les choses, bien sûr, mais aussi pour des raisons qui sont plus propres aux fluides. Par exemple, l'utilisation d'effets de surface, soit pour manipuler des molécules ou pour les transporter de façon spécifique dans des réseaux de canaux. Voilà. Un deuxième type d'application, ce sont le transport des fluides dans des milieux mésoporeux. Donc mésoporeux, ça veut dire taille de pore qui va de 2 nanomètres à 50 nanomètres. Les progrès actuels de la chimie du solide donnent une grande variété de ce type de matériaux. Ici, j'ai reproduit une photographie de microscopie électronique sur des silices mésoporeuses qui ont ici des pores de 2 nanomètres de diamètre qui se présentent comme des canaux cylindriques quasiment parfaits. Donc ces milieux sont d'intérêt pour différentes applications, catalyse, stockage et également des applications dans le domaine de l'énergie. Peut-être plus classiquement, dans le domaine du transport des petits objets, des colloïdes qu'on rencontre donc notamment pour des applications en biologie, eh bien, ce transport peut se faire sous l'effet de champs de surface. Ici, par exemple, dans tous les effets électrocinétiques, on peut mettre un fluide en mouvement ou inversement un objet en mouvement en appliquant un champ électrique qui va ici mettre en mouvement les charges qui se trouvent dans la double couche électrostatique de Baye au voisinage de la surface du solide qui est généralement chargée dans de l'eau.
Et donc, la taille typique de ces doubles couches, c'est de l'ordre de la dizaine de nanomètres. Et tout ce qui est transport et mise en mouvement du fluide fait effectivement apparaître l'hydrodynamique à l'échelle de cette double couche. Alors, un champ plus classique qui s'est d'emblée intéressé au problème de la mécanique et de l'hydrodynamique dans des phases liquides de très petite taille, c'est la friction solide et la lubrification des solides. Parce que dans un contact solide, typiquement, l'échelle du contact va se faire au niveau de micro-aspérités. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les tailles typiques sont des micro-aspérités de taille du micron, typiquement, dans une application normale. Et par contre, les phénomènes de friction ou de lubrification apparaissent ici dans la jonction entre ces aspérités sur des échelles qui sont de l'ordre de la taille moléculaire. Donc, dans ce domaine, très tôt, on s'est intéressé aux propriétés de rhéologie ou de dynamique sur des films très confinés. Et c'est donc dans ce champ disciplinaire que sont apparues les premières mesures d'hydrodynamique à l'échelle du nanomètre qui ont été faites donc par les mesures de force de surface, dispositifs qui ont été mis au point donc par Tabor à Cambridge et puis par Israël Hashvili. Donc je vais parler plus précisément de ces dispositifs qui ont été donc beaucoup utilisés dans les années 80 et 90. Alors la façon dont ça fonctionne, c'est de prendre dans les dispositifs originaux, c'est de prendre des surfaces qui sont lisses à l'échelle atomique, ici c'est du mica qui est clivé, et qui est collé sur des cylindres que l'on croise. Donc la raison pour faire ceci, c'est d'éviter le problème d'avoir deux plaques parallèles donc on aurait besoin d'aligner, ce qui pose de redoutables problèmes expérimentaux. Donc ici, on a donc un contact avec des surfaces qui sont courbées à l'échelle macroscopique. Ces lames de mica sont argentées sur le dos avant de les coller, de sorte à pouvoir étudier ici le champ d'interférence à ondes multiples dans la cavité optique, et ce qui permet en fait la détermination de la distance entre les surfaces à l'échelle de l'angstrom. Et donc à partir de cette mesure de distance, pour faire des mesures de force et donc étudier le milieu qui est confiné ici dans cet espace, eh bien on monte simplement une des surfaces sur un élément élastique, et puis on va mesurer la force à partir de la déflexion de cet élément élastique, qui est donc mesurée elle-même à partir de la distance qui est résolue à l'échelle de l'angstrom, et puis à partir du déplacement d'une cale piézoélectrique, qui est elle-même calibrée. Voilà. Donc ces dispositifs, ils ont été utilisés pour mesurer des forces avec des distances contrôlées donc à cette échelle, et ils ont d'abord mesuré des potentiels d'interaction à cette échelle dans les liquides, en mettant par exemple en évidence que à des échelles qui deviennent inférieures à la dizaine de nanomètres, eh bien la vision du milieu continu classique s'effondre un petit peu. Ici par exemple dans les liquides non polaires qui sont confinés entre des surfaces lisses de mica, eh bien on voit apparaître ici des forces qui ne varient plus de façon monotone, mais qui sont donc oscillantes en fonction de la distance de confinement, et qui traduisent donc la mise en couche du liquide qui est confiné donc entre les deux surfaces solides à cette échelle. Puis elles ont également permis d'étudier les forces donc dites de DLVO, les forces électrostatiques, ici dans l'eau. Donc les forces électrostatiques, leur caractéristique, c'est une décroissance exponentielle avec la distance, qui est régie donc par la longueur de Debye, donc l'épaisseur de la double couche électrostatique, qui elle-même dépend de la concentration en ions de la solution. Voilà. Donc ces dispositifs en fait ont permis d'abord des mesures de force et donc de potentiel d'interaction dans des liquides à l'échelle du nanomètre. Et elles ont été utilisées dans les années 80 pour faire également des premières mesures d'hydrodynamique à ces échelles. Donc là, je vais détailler un petit peu l'expérience de Chan et Horn en 1985, qui est, je pense, une très belle expérience.
Ce qu'on fait de Chan et Horn, c'est faire des expériences donc, de run and stop, c'est-à-dire déplacer la cale piézoélectrique brutalement et puis l'arrêter, et étudier donc la relaxation de la surface vers sa position d'équilibre sous l'effet de la force élastique exercée par le ressort. Donc dans cette expérience, eh bien, lors de la relaxation, on chasse le liquide ici entre les surfaces et donc on a une information sur la force hydrodynamique créée par l'écoulement de ce liquide dans la géométrie confinée. Alors la première chose, bien sûr, c'est de comparer cette force hydrodynamique à ce qu'on en attendrait dans le cadre de l'hydrodynamique macroscopique. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, la force hydrodynamique à laquelle on s'attend, c'est la force de Reynolds, donc entre une sphère et un plan. C'est une géométrie qui est équivalente à deux cylindres croisés, en prenant comme rayon une moyenne du rayon des deux cylindres. Cette force de Reynolds, donc, elle dépend bien sûr de la viscosité du liquide et puis de l'inverse de la distance entre les surfaces. Et lorsqu'on est à une distance suffisamment grande pour que le potentiel d'interaction ici entre les surfaces soit négligeable, eh bien, cette équation ici, elle a une solution analytique qui correspond à une décroissance logarithmique de la distance, paramétrée ici par l'épaisseur d'équilibre du film liquide. Donc Chan et Horn ont étudié ceci pour différentes épaisseurs d'équilibre du film liquide et ils ont trouvé un accord parfait avec l'hydrodynamique macroscopique, ici donc pour différentes distances d'équilibre du film liquide, ce qui leur a permis donc d'une part de vérifier pour des distances supérieures à 50 nanomètres l'excellent accord avec l'hydrodynamique macroscopique et aussi avoir une excellente détermination de la viscosité, qui est en fait plus intéressante que celle qu'on peut avoir dans de nombreux rhéomètres, et donc qui est effectivement indépendante du confinement à ces échelles. Alors, l'expérience est très résolvante, et à une échelle plus petite, ils ont pu mettre en évidence un désaccord entre cette hydrodynamique macroscopique, donc ici la force de Reynolds que j'ai montré tout à l'heure, qui correspond à la courbe continue ici notée petit a sur le transparent, et l'expérience qui est ici les points expérimentaux qui sont au-dessus, c'est-à-dire que le drainage du liquide est trop lent. Et donc pour expliquer ceci, ils ont émis une hypothèse de film liquide qui garderait la même viscosité que la viscosité macroscopique, mais avec une couche de liquide qui serait bloquée au niveau de la paroi, donc une couche de liquide immobile d'épaisseur ds, ce qui revient en fait simplement à avoir une épaisseur fluide pour liquide plus faible que la vraie distance entre les surfaces. Et ils ont pu montrer en fait que cette hypothèse donc phénoménologique rend très très bien compte de l'écoulement observé, et ceci pour un grand nombre de liquides confinés donc entre des lames de mica. Et donc la précision de leur expérience leur a permis de déterminer l'épaisseur de cette couche immobile à la surface, avec donc une résolution ici qui est inférieure au nanomètre et qui est proche du double de la taille des molécules utilisées dans ces expériences. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir ici, d'une part, c'est en fait la résolution que ces expériences ont permis d'atteindre. D'autre part, le fait que l'hydrodynamique ici est bien décrite à nouveau avec un concept d'hydrodynamique de volume qui n'a pas changé, mais ce sont les surfaces essentiellement qui interviennent ici avec une couche de liquide qui est immobilisée à la surface. Cette couche, en fait, il ne faut pas la voir comme une couche solide. Donc ça, c'est un problème qui a intéressé la communauté pendant une dizaine d'années. Ce n'est pas une couche solide, ça a été montré par des expériences de fluorescence. Les molécules sortent et entrent dans cette couche. Et puis, ceci est effectivement valable pour des liquides qui sont non polaires, mais pour de l'eau, les expériences ne montraient pas spécifiquement de couches d'eau qui soient immobilisées au voisinage des lames de mica. Et puis dernière chose, ceci rend bien compte donc de l'hydrodynamique jusqu'à des tailles qui étaient de l'ordre de 5 ou 6 nanomètres, c'est-à-dire en pratique 6-7 tailles moléculaires. Et au-dessous de cette taille, eh bien, on retrouve en fait pour les liquides non polaires la mise en couche qui effectivement donne lieu à des phénomènes hydrodynamiques
différents de ceux de type milieu continu. Oui. Alors, pour l'eau, on n'observe pas, comment dire, de mise en couche, de couche immobilisée, et à la fois donc les expériences de... Non, le DS est égal à 0. Enfin, Israël Ashvili et Horn ont trouvé un DS qui est égal à 0. Et plus récemment, Jacob Klein a trouvé également que l'eau était, comment dire, enfin, avait une viscosité qui reste normale, voilà, sur des films donc aussi petits que 2 nanomètres ou plus petits. Voilà. Et donc les derniers résultats, je pense, que j'ai vus sur l'eau, c'était obtenu par microscopie à force atomique. On pourra en parler après. Mais... Voilà, alors ça c'est un petit peu la conclusion de cette première vague d'expérience des années 80 et 90. Et ce que je veux mentionner ici, c'est qu'à peu près dans le même temps, il a été mentionné par l'école russe le fait que on pouvait quand même rencontrer des problèmes avec l'hydrodynamique macroscopique à des échelles beaucoup plus grandes que ça, donc dans des capillaires de taille du micron, qui étaient rendus donc hydrophobes par signalisation, et où la perte de charge associée à l'écoulement d'eau était plus faible que prévu, ce qui laissait penser que, par exemple, le rayon hydrodynamique effectif du capillaire était plus grand que le rayon réel de ce capillaire, c'est-à-dire qu'il y a des effets de glissement de l'eau sur la surface. Et donc cette équipe a ainsi mis en évidence des effets de glissement caractérisés par des longueurs de l'ordre de la centaine de nanomètres, un petit peu plus petits. Donc ce sont des longueurs qui sont beaucoup plus importantes que ce que je viens de vous montrer. Qui sont beaucoup plus importantes que la taille de la molécule, mais qui restent quand même telles qu'elles ne vont pas intervenir pour des écoulements à l'échelle de plusieurs microns. C'est plutôt dans le domaine de la dizaine et de la centaine de nanomètres. Voilà. Alors, ce genre de résultat a eu beaucoup d'impact sur la communauté et a généré un nombre de travaux récents assez importants. Et donc ce que je vais ici commencer par faire, c'est fixer un petit peu le langage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va décrire une hydrodynamique à l'interface si on n'a pas une condition de non-glissement. Donc ça a été fait en fait par Navier, qui a proposé donc d'écrire l'hydrodynamique à l'interface sous forme d'une relation entre la vitesse de glissement du fluide à l'interface et la contrainte tangentielle de cisaillement, ici, qui est donc égale au produit de la viscosité du liquide par le taux de cisaillement à l'interface. Alors ici, la vitesse du fluide à l'interface, il faut bien la comprendre comme une vitesse hydrodynamique, c'est-à-dire que c'est l'extrapolation d'un champ de vitesse dans le fluide, et ça, la valeur qu'il prend à la surface, mais ça reste quand même une vitesse d'ensemble, et ce n'est pas bien sûr la vitesse individuelle d'une molécule qui bien sûr va toujours diffuser au voisinage de la surface. Voilà. Alors, cette écriture ici peut permettre de définir une longueur de glissement. Si on extrapole ici linéairement le profil de vitesse à l'intérieur de la surface solide, il va s'annuler à une certaine distance à l'intérieur du solide. Et donc, ce qui permet ici de relier en fait la vitesse de glissement au taux de cisaillement à l'interface. Et si cette longueur de glissement ici est indépendante du taux de cisaillement, c'est-à-dire si on a une condition linéaire qui relie la vitesse à la contrainte tangentielle, eh bien, on aura donc une vitesse de glissement qui est proportionnelle au taux de cisaillement. Voilà. Alors, il y a eu donc dans les 10 dernières années un intérêt assez soutenu pour ce problème, avec notamment des études expérimentales qui ont généré des nouveaux dispositifs. Alors, en gros, il y a deux types de méthodes expérimentales pour regarder ce genre de problème. Il y a les méthodes qui consistent à essayer de mesurer des profils de vitesse pour mesurer directement une vitesse de glissement à l'interface.
Donc ceci, ça peut se faire, ou ça a été fait par des techniques de suivi de particules, la vélocimétrie par suivi de particules, également par des techniques de recouvrement de fluorescence, donc ici en géométrie de réflexion interne totale, qui permet donc d'avoir une onde évanescente et de limiter l'investigation à une petite couche de liquide près de la surface. Et donc dans cette expérience, on blanchit un fluorophore qui se trouve dans le liquide et on observe la façon dont la fluorescence réaugmente dans la zone qui a été blanchie parce que l'écoulement amène de nouveaux traceurs dans la zone qui a été blanchie. Et puis également donc, des expériences de corrélation de fluorescence à double foyer. Donc ça c'est un premier type de méthode, et puis sinon l'autre type de méthode c'est des méthodes qui consistent à mesurer la friction ou la dissipation. Donc méthode classique de perte de charge, méthode de force de surface qu'on vient de voir qui est une méthode de mesure de force de friction, et puis également AFM à sonde colloïdale où on mesure la force hydrodynamique lorsqu'on rapproche la pointe d'une surface. Alors, ce que je veux souligner ici, en fait, c'est que lorsqu'on fait ces mesures, on veut mesurer des longueurs de glissement, mais la longueur de glissement, c'est une quantité qui est virtuelle, c'est pas une vraie longueur d'un objet. Et donc, en fait, ça suffit pas forcément de savoir mesurer une longueur à l'échelle du nanomètre ou de l'angstrom pour avoir quelque chose qui soit fiable et définitif au niveau expérimental. Donc, chaque méthode a ses inconvénients. L'inconvénient global des méthodes de mesure de vitesse, c'est qu'en fait, on mesure la vitesse de traceur. Et donc, il faut s'interroger sur la façon dont ce traceur diffuse, et puis dans la façon éventuellement où il interagit avec les surfaces et où sa vitesse peut être différente de celle du fluide. Et puis dans les méthodes de friction, eh bien, il y a toujours de toute façon la friction qui est dans la phase liquide elle-même, et il faut la soustraire pour avoir la friction à l'interface, et donc il faut très très bien contrôler en fait toute la géométrie du dispositif. Voilà. Donc ça c'était un commentaire général. Et ici j'ai fait une... Oui. Oui. Je suppose que la friction, la loi qui est donnée de distance sur la friction, oui. C'est-à-dire en supposant, je suppose, des conditions de glissement. Voilà, la force de Reynolds, c'est non-glissement, effectivement. Donc, si ça fit à cette force-là, donc tu n'as pas de glissement. Voilà, exactement. Et quand il corrige avec un DS, si le DS est négatif, là tu auras un glissement, une longueur de glissement qui dépasse un DS. Voilà, je vais y revenir en fait tout à l'heure parce que justement c'est un tout petit peu plus compliqué dans le cas où le glissement est négatif, enfin où DS est négatif. Ça se passe très bien dans le cas où DS est positif, parce que en gros lorsque DS est positif, eh bien la couche elle est bloquée. Lorsque le DS est négatif, même si on extrapole le champ de vitesse, le solide lui ne coule pas. Hein, donc c'est un petit peu plus subtil que ça. Alors ici, donc j'ai compilé quelques résultats qui ont été obtenus dans les 10 dernières années et qui reportent donc des mesures de longueur de glissement dans différents systèmes liquides solides. Mais simplement, en fait, tous les solides étaient considérés comme lisses par les auteurs qui les ont utilisés, sachant qu'effectivement la caractérisation n'était pas la même d'une expérience à l'autre. Et je les ai reportés ici en fonction de l'angle de contact du liquide sur le solide, parce que c'est un paramètre qui est important, d'ailleurs montré depuis les expériences de Chouraev, puisqu'il avait obtenu ces expériences sur des capillaires silanisés non mouillants. Et donc ce que vous voyez en fait, c'est qu'il y a une grande plage de valeurs qui ont été obtenues. C'est pas toujours corrélé au système, il y a des systèmes identiques ou quasiment identiques qui ont été étudiés où les valeurs sont très différentes. Et puis il y a donc une différence en amplitude, mais il y a aussi une différence qualitative. Là, sur les points que j'ai marqués en bleu, les auteurs ont trouvé une condition limite non linéaire, c'est-à-dire où la longueur de glissement dépend du taux de cisaillement. Voilà. Donc je pense que ça illustre un petit peu la difficulté que la communauté a eu pour cerner les problèmes. Et à partir de là, je vais vous parler des expériences que nous avons faites, nous, sur ce sujet, donc qui ont été faites avec un appareil de mesure de force de surface qu'on a développé au laboratoire, qui n'utilise pas de lame de mica, qui utilise en fait une sphère millimétrique, c'est typiquement une sphère de pyrex ou de verre, et puis une surface plane.
Et donc là, la particularité de ce dispositif, c'est qu'il fonctionne en régime dynamique, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire osciller la sphère par rapport au plan avec une toute petite amplitude, et on va donc mesurer la force qui s'exerce sur le plan à la fréquence d'excitation de la sphère. Voilà. Une autre caractéristique aussi de ce dispositif, qui s'est en fait révélée importante pour ce problème spécifique donc de mesure hydrodynamique, c'est le fait d'avoir deux capteurs indépendants qui permettent de mesurer indépendamment la distance et la force, et non pas de déduire l'un de l'autre. Donc capteur ici capacitif qui mesure le déplacement relatif des surfaces, et puis capteur ici qui mesure la déflexion du bilame élastique et qui permet donc de remonter à la force. Voilà. Donc les possibilités du dispositif, elles sont résumées ici. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut donc exciter à de très petites amplitudes pour rester donc dans le régime de la réponse linéaire. Ah oui, alors en fait ici le système aimant et bobine est un système qui permet d'exercer une force sans hystérésis. Donc on s'en sert pour, par exemple, calibrer systématiquement le capteur capacitif à partir donc d'un capteur interférométrique qui lui présente une longueur absolue, puisque la longueur d'onde est très bien contrôlée dans ce laser. Et puis on peut également s'en servir aussi pour asservir des distances asservir des distances. Voilà. Voilà. Alors, donc le principe ici, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de mesurer indépendamment une force, enfin un déplacement relatif entre les surfaces, qui est donc un déplacement sinusoïdal, et puis la force qui en résulte. On en déduit donc une réponse linéaire ici, qui est donc une réponse imaginaire, puisqu'il y a une partie en phase de la force et une partie en quadrature. Donc on a ici un renseignement sur une réponse élastique et puis une réponse visqueuse qui correspond à la partie de la force qui est en phase avec la vitesse de déplacement relative des surfaces. Et puis on fait ceci donc pour différentes distances entre les surfaces qui varient typiquement du nanomètre au micron. Alors, dans le cas donc où on a un liquide newtonien, où on a des surfaces rigides, où on a donc l'hydrodynamique classique qui fonctionne avec une condition limite de non-glissement, eh bien la force visqueuse que l'on obtient, enfin plus exactement l'amortissement visqueux, il est donc donné par la force de Reynolds qu'on a vu tout à l'heure et qui a la propriété de varier inversement avec la distance entre les surfaces. Donc pour comparer en fait l'écart de l'hydrodynamique réelle à l'hydrodynamique macroscopique, ce que l'on fait, c'est qu'on trace l'inverse de cet amortissement visqueux en fonction de la distance. Donc ici, c'est le résultat typique qui est obtenu sur un nombre important de systèmes. Donc ici, c'est de l'eau qui est confinée entre des surfaces de Pyrex. Donc ces surfaces sont lisses, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est quand même pas des surfaces qui sont atomiquement lisses. La rugosité observée est de l'ordre de 2 angstroms RMS sur un micron carré. Et donc ici, ce que vous voyez, c'est que l'inverse de l'amortissement, il correspond très bien à l'hydrodynamique macroscopique et à la force de Reynolds, puisque son inverse en fonction de la distance, ici ce sont les ronds, donc s'aligne bien sur une droite qui passe par l'origine. Alors ici, donc, ce qu'on observe en fait, c'est une absence de glissement, avec une résolution qu'on estime à plus ou moins 1 nanomètre. En fait, dans ce type d'expérience, ce qui limite la résolution, c'est de fixer ici l'origine entre les surfaces. Ça, on le fait à partir du contact mécanique entre les surfaces. Et ce contact mécanique, en fait, il est un petit peu compliqué. Donc, on peut estimer qu'on a une incertitude ici de 2 nanomètres sur la position de l'origine. Oui, dans la direction D.
si l'océan oscille parallèlement à la surface. Alors, je ne peux pas te répondre parce qu'on a tout fait pour qu'il n'y ait pas de mouvement tangentiel. Dans les RSG, tu le vois par les franges. Ici, on le mesure par la force statique, c'est-à-dire qu'on mesure en même temps la force à fréquence nulle. Et cette force à fréquence nulle, on a typiquement une faible attraction, une petite adhésion lorsqu'on arrive au contact, et puis ensuite, lorsqu'on emboutit le contact, on a une loi de Hertz. Voilà. Et donc, c'est à partir de là qu'on déduit une position de contact, et c'est aussi pour ça que je dis qu'on a 2 nanomètres typiquement d'incertitude sur le vrai endroit où on met le contact. Ceci étant, pour ce que je vais dire après, ces 2 nanomètres d'incertitude, ils sont plutôt plus petits. C'est-à-dire qu'en fait, ici, une des premières choses que l'on a fait, c'est regarder l'effet du mouillage sur ce phénomène de glissement interfacial. Et pour ça, donc, on a utilisé des surfaces de Pyrex qui sont silanisées avec de l'OTS, qui ont une rugosité un petit peu supérieure, mais quand même comparable avec les surfaces de Pyrex nues. Et ce que l'on voit sur ces surfaces hydrophobes, c'est que l'inverse de l'amortissement ici, lorsqu'on est à une grande distance, il se situe bien sur une droite, mais cette droite va aller intersecter en fait l'axe des abscisses à une distance négative, qui correspond donc effectivement à une longueur de glissement ici de l'ordre de, dans cette expérience, de 17 nanomètres. Alors ce que je veux souligner ici, par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure, c'est que si on compare donc cette expérience avec ceux que l'on peut obtenir en utilisant une condition limite de glissement partiel, eh bien cette loi ici a été, comment dire, calculée de façon analytique, et elle correspond en fait à la ligne rouge que vous avez ici. Cette ligne rouge, vous voyez qu'elle ne va pas ici, elle n'est pas linéaire sur toute la longueur, elle s'incurve en fait pour passer par 0 à l'origine, et c'est effectivement ce que font nos données expérimentales. Et la raison pour laquelle elle s'incurve ici, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que lorsque on a du glissement, eh bien le profil de vitesse effectivement s'extrapole à l'intérieur de la surface solide, mais le solide ne coule pas, et le liquide chassé, lui, dépend toujours bien de la vraie distance entre les surfaces. Donc en fait, le fait ici que les données expérimentales correspondent bien à la théorie qui s'incurve ici, est une signature du fait qu'on obtient une force visqueuse qui est en bon accord avec une condition de glissement partiel bien définie, avec une valeur unique de la longueur de glissement sur tout l'intervalle ici de distance qui est donc mesuré. Voilà. Donc typiquement, pour faire le point sur ces expériences, et ce qu'on a trouvé dans tous les systèmes qu'on a utilisés jusque-là, ce sont des conditions de glissement partiel qui sont bien définies pour des échelles d'investigation qui peuvent varier jusqu'à 2 décades. Et une condition de glissement, enfin une condition limite, glissante ou non glissante, mais une condition limite qui ne dépend pas du taux de cisaillement. C'est-à-dire que dans les expériences, on peut changer ce taux de cisaillement en changeant l'amplitude ou la fréquence excitatrice, et on reste bien dans le cadre de la réponse linéaire, on n'a pas de dépendance en amplitude. Donc on a une condition limite qui ne dépend que de l'interface étudiée. On a obtenu donc des amplitudes de longueur de glissement qui sont modérées, c'est-à-dire qu'elles sont plus grandes, nettement plus grandes que la taille moléculaire, mais elles restent quand même très inférieures à des longueurs du micron qui ont été mentionnées dans la littérature. Et nous ne les avons en pratique obtenues que pour de l'eau sur des surfaces plus ou moins hydrophobes, mais nous n'avons pas obtenu jusque-là avec des liquides non polaires. Et avec de l'eau sur des surfaces hydrophobes, nous avons obtenu un glissement qui augmente avec l'angle de contact. Les résultats de ? Si, ça, on l'a confirmé. Ah, non, au niveau amplitude, on a eu plus petit, puisqu'ils avaient 70 nanomètres, et nous, on a eu plutôt... on n'a jamais rien eu qui dépasse 20 nanomètres. Voilà. Mais enfin, qualitativement, si, on l'a confirmé, puisqu'on a eu donc, du glissement sur des surfaces hydrophobes. Donc voilà un petit peu la synthèse des résultats obtenus sur différents systèmes.
qui font intervenir des alcanes, aussi également des mélanges au glycérol, sur lesquels on n'a pas trouvé de choses notables à signaler. Et puis donc de l'eau sur des surfaces de différentes mouillabilités. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de là sur l'amplitude de ces effets de glissement? Et qu'est-ce qui est compris? Eh bien, ce qu'il faut voir en fait, c'est que donc le glissement, la condition limite à l'interface, elle correspond en fait au transport de quantité de mouvement tangentiel depuis le liquide vers le solide, et ceci à travers donc une couche interfaciale où le liquide a une densité qui n'est pas la même que celle qui est en volume. Donc ça, c'est ce qui est montré en fait par les simulations de dynamique moléculaire, et puis c'est ce à quoi on peut s'attendre. Et donc, il est naturel, enfin, de penser, c'est confirmé par des simulations sur des liquides très simples, qui sont des fluides de Lennard-Jones, que la longueur de glissement, effectivement, va dépendre en fait des caractéristiques de cette zone interfaciale. Alors plus précisément, lorsqu'on a un liquide qui est peu mouillant, eh bien, la zone interfaciale ici va plutôt correspondre à une densité qui est plus faible que le volume, donc à une déplétion à l'interface. Alors que lorsqu'on a un liquide qui est mouillant, on aura plutôt un liquide qui s'accumule bien à l'interface avec une densité égale à celle du volume, très très légèrement supérieure. Et ce qui est intéressant ici, qui est confirmé par les simulations dynamiques moléculaires, c'est que dans le cas où on a un système non mouillant, on peut donc effectivement avoir des effets de déplétion à l'interface et des effets de glissement qui dépassent significativement la dizaine de tailles moléculaires. Mais ces effets de glissement ici dépendent de la pression qui est appliquée au liquide. Et effectivement, lorsqu'on augmente la pression, on va forcer le liquide près de l'interface et on va diminuer ou annuler cet effet de déplétion à l'interface. Et donc, il y a ici une signature du fait que c'est en fait de ce couche de déplétion que vont dépendre les propriétés hydrodynamiques à l'interface. Alors, pour donner un ordre de grandeur, eh bien, les longueurs de glissement que nous avons mesurées sur de l'eau sur des surfaces hydrophobes, donc 17 nanomètres, si on veut les interpréter en termes d'une couche interfaciale qui serait par exemple une couche gazeuse, avec une viscosité équivalente à celle de l'air, eh bien il faudrait une couche gazeuse dont l'épaisseur est de 5 angstroms. C'est-à-dire que si vous appliquez l'hydrodynamique macroscopique à une couche de 5 angstroms qui a la viscosité de l'air à l'interface, eh bien vous tombez sur un glissement apparent qui est de 25 nanomètres. Donc ça fixe un ordre de grandeur. Et voilà, donc ça fixe un ordre de grandeur. Et je pense que ce qu'il faut en tirer, c'est que au niveau de son amplitude, le glissement interfacial, c'est quand même essentiellement quelque chose qui se joue à l'échelle moléculaire au niveau donc d'une couche de déplétion interfaciale. Oui. Est-ce qu'on sait si l'angle de contact d'un liquide sur une surface utilisée dépend de la pression ou c'est des études de fait? Non, ça j'ai pas de données d'études de fait. Ce que je sais par contre, c'est qu'il y a eu des mesures récentes par réflectivité de neutrons sur des surfaces hydrophiles et hydrophobes, et notamment sur du quartz silanisé qui est assez proche de notre système. Et sur du quartz silanisé, ces mesures, elles ont montré des effets de déplétion qui ont été interprétés comme 5 angstroms de gaz à l'interface. C'est typiquement en fait de là que vient, enfin, c'est typiquement en fait cette valeur 5 angstroms qui a été trouvée sur ces expériences de réflectivité de neutrons. Par contre, effectivement, la variation de l'angle de contact avec la pression, je ne pense pas du tout que c'est été regardé. Voilà. Bien. Alors, la question que je voudrais aborder maintenant, c'est que ces effets-là, ils restent quand même limités en termes de longueur de glissement. Et ils ne peuvent pas facilement décrire des effets... Oui ?
n'observez absolument rien avec les liquides non polaires. Ah, bah, en fait, c'est parce qu'avec les liquides non polaires qu'on a utilisés étaient toujours mouillants vis-à-vis des surfaces qu'on a utilisées. Donc, ils se trouvaient toujours dans le cadre θ égale 0 ou 30 degrés. Non, non. Alors, on n'a pas encore fait ça, on cherche à le faire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les expériences de mesure de force de surface, c'est très contraignant au niveau de la qualité de la surface, parce qu'on a des rayons de courbure des sphères qui sont macroscopiques, donc plusieurs millimètres, et donc on a besoin d'une surface qui soit d'extrêmement bonne qualité sur des aires qui sont très conséquentes. Et donc en fait la grosse difficulté, c'est d'arriver à préparer des surfaces très lisses, sans aucun accident, sur des aires qui sont importantes. Donc on n'a jamais jusque-là mis au point de système où on ait ce genre de qualité de surface tout en ayant un angle de contact important avec des liquides non polaires. Alors la question que je vais aborder maintenant, c'est est-ce que est-ce qu'on peut augmenter ces longueurs de glissement en piégeant du gaz sur la surface du solide? Et plus précisément, est-ce que par exemple, ce genre de phénomène du gaz qui serait piégé sur la surface du solide pourrait expliquer les très grandes longueurs de glissement qui ont été observées dans la littérature? Donc ici, l'idée c'est la suivante. On sait en fait que lorsqu'on prend des surfaces qui sont à la fois texturées et hydrophobes, on peut avoir des surfaces super hydrophobes où donc un film d'air est piégé à l'interface liquide-solide. Et donc ça se manifeste par des angles de contact qui sont très importants. Et on peut s'attendre à ce que ce film d'air piégé joue un rôle de lubrifiant et puisse permettre d'obtenir des glissements effectifs à l'interface qui soient très importants. Donc le problème ici, c'est est-ce qu'on peut quantifier cela, l'étudier, et éventuellement est-ce qu'on peut s'en servir pour concevoir des surfaces où on pourrait contrôler, comme ceci, la condition limite. Alors, la première étape ici que nous avons suivie, c'est de regarder par simulation ce concept de surface super hydrophobe, comment il peut s'exporter à l'échelle nanométrique, en prenant donc ici des petits motifs sur une surface qui est hydrophobe. Et donc ce que l'on voit dans une simulation numérique, c'est que à l'échelle, donc à cette échelle-là, c'est que le concept de surface super hydrophobe, il se transpose bien, et l'état que l'on va trouver va dépendre de la pression appliquée sur la phase fluide. C'est-à-dire que pour des pressions importantes, ici, on pourra forcer le fluide à pénétrer dans les trous de la surface. Donc ça, c'est l'état qu'on appelle de Wenzel, où le liquide pénètre dans les anfractuosités de la surface. Par contre, à des pressions plus faibles, eh bien, le liquide ici démouille du fond, fait apparaître une phase vapeur. Donc ça, c'est l'état de Cassis, où on a piégé du gaz dans les poches de la surface. Et donc la particularité à cette échelle, c'est que cette transition ici, entre ces deux états, s'effectue de façon complètement réversible avec la pression qui est appliquée au système. Et bien sûr, cette transition, elle a une signature sur l'écoulement, sur l'hydrodynamique. Ici, si on cisaille cette cellule, eh bien, on voit par exemple que dans l'état de Wenzel, eh bien, si on rajoute un plot sur la surface, ça va augmenter la friction. Typiquement, ici en bleu, vous avez le profil de vitesse dans la cellule en l'absence de plot. Donc ce profil de vitesse, ici, il est complètement symétrique et il s'extrapole ici parce qu'on a pris bien sûr des surfaces hydrophobes. Par contre, lorsqu'on rajoute un plot sur la surface du bas, eh bien, cette surface du bas, c'est elle qui entraîne l'écoulement. Et donc, on voit apparaître une diminution du glissement qui est ici référencée toujours sur la surface du bas et qui est induite par ce plot. Donc, dans le régime de Wenzel, où le liquide pénètre la surface, eh bien, on augmente la friction à l'interface, ce qui est effectivement naturel. Et ce qui est naturel aussi, c'est que dans l'état de Cassis, toutes choses égales par ailleurs, eh bien, si on rajoute un plot à la surface, au contraire, on la rend plus glissante et l'écoulement donc
devient ici beaucoup plus glissant au niveau de la surface du bas. Donc on a un moyen ici, en piégeant de l'air à la surface, d'augmenter la friction interfaciale. Et la question qui se pose maintenant, c'est de voir quantitativement qu'est-ce que ça va donner si on change la taille du système et comment est-ce qu'on peut s'en servir pour créer du glissement à volonté. Oui. Alors, ce qui s'interprète avec la loi de Laplace, c'est ici la pression de transition pour passer de Wenzel au régime de Cassi. Donc là, ça correspond effectivement à une pression capillaire pour entrer. Par contre, ici, c'est plutôt un bilan de friction sur les différentes zones de l'interface. Donc ça, je vais en parler. Mais pour rester dans la loi de Laplace, ce que je veux montrer ici, c'est que cette longueur de glissement, effectivement, va dépendre de la pression appliquée au système, puisque en changeant la pression, on transite de l'état de Cassi à l'état de Wenzel. Donc on a une longueur de glissement ici qui dépend fortement de la pression. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire dans le cadre de l'hydrodynamique macroscopique, au moins dans la phase fluide? Ce qu'on aimerait savoir, c'est si on a une condition limite ici hétérogène, qui correspondrait par exemple dans une situation idéalisée à un glissement nul lorsque un liquide repose sur la surface de plot ici, et puis à une friction nulle lorsqu'il est au-dessus d'une poche d'air. Eh bien, quel est le glissement moyen, en quelque sorte, qu'on va observer loin de la surface? Alors, il y a deux choses ici qui sont importantes. La première, c'est que l'équation de Navier-Stokes dans le liquide, elle fait intervenir le Laplacien du champ de vitesse. Et donc, typiquement, si on a une condition limite ici qui varie à la surface, eh bien, les corrugations qu'elle va engendrer dans l'écoulement vont se propager, enfin, se transmettre à l'intérieur de l'écoulement, mais en s'amortissant exponentiellement, avec une longueur ici caractéristique, qui est la période du motif, de l'hétérogénéité de la condition limite. Donc en fait, lorsqu'on s'éloigne ici d'une longueur qui est un peu grande par rapport à la période du motif, on récupère un écoulement moyen. Et cet écoulement moyen, donc, il se caractérise par un glissement effectif sur la surface. Et puis la deuxième chose, c'est que ce glissement effectif, naturellement, il va dépendre de la période du motif, puisqu'en fait, les choses vont s'homogénéiser sur cette longueur. Donc on a un glissement moyen qui va fortement dépendre de la période du motif. Et puis, il va bien sûr dépendre de la quantité de surface avec friction nulle que l'on a eu. Et alors, la deuxième chose qui n'est pas très sympathique ici, c'est que pour obtenir des longueurs de glissement qui sont égales à la longueur d'onde du motif, dans une géométrie qui est a priori la plus favorable, c'est-à-dire des bandes qui sont parallèles à l'écoulement, eh bien, il faudra avoir des fractions de poche d'air ou de friction nulle qui atteignent 98% de la surface, ce qui est important. Donc, au niveau quantitatif, c'est quand même pas très favorable de se servir de l'air comme lubrifiant, même si quand même ça lubrifie. Donc, j'ai résumé ça ici. Pour obtenir donc de grandes longueurs de glissement, il faut avoir des motifs qui ont... On gagne en mettant des tout petits plots. On gagne, mais quand même, c'est quand même la longueur d'onde la longueur d'onde qui contrôle le système. Mais on gagne effectivement, mais je le montrerai tout à l'heure, on gagne si on met des tout petits plots. Donc il faut de toute façon des systèmes qui ont un grand rapport d'aspect. Ça, c'est pour effectivement favoriser le mouillage de cassis et piéger l'air à la surface. Il faut un très faible contact liquide solide et puis il faut une grande longueur d'onde du motif. Voilà. Alors je vous montre ici rapidement des expériences que nous avons faites. Alors, non pas avec des plots, mais avec des trous. Ça, c'était pour une raison de stabilité, enfin de robustesse mécanique, en fait. Donc, sur des surfaces qui sont des surfaces fabriquées par photolithographie sur silicium. Et des surfaces donc, équivalentes peuvent être obtenues sous une forme donc, où l'eau imbibe la texture. Ça, c'est si le silicium est non traité, parce qu'il se recouvre d'une petite couche de silice. Et puis lorsqu'on le silanise et qu'on le rend donc hydrophobe, eh bien on obtient avec le même motif des surfaces super hydrophobes qui sont caractérisées donc ici par les angles de contact suivants. Et lorsqu'on étudie donc le glissement sur ces surfaces,
en regardant donc l'inverse de l'amortissement, comme on l'a fait tout à l'heure, eh bien ce qu'on voit, c'est qu'en fait, contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, eh bien c'est l'écoulement sur le silicium non traité, donc lorsque l'eau pénètre les anfractuosités, qui est le plus glissant. Ça c'est parce que il y a un petit peu d'eau qui pénètre dans les trous, enfin l'écoulement pénètre un petit peu dans les trous, donc par rapport au sommet de la rugosité, ça glisse un petit peu. Et c'est donc ce système en fait qui est le plus favorable du point de vue du glissement par rapport au système qui est donc silanisé, où il y a des bulles dans les trous, et où en fait on retrouve ici plutôt quelque chose qui est moins glissant et où la friction est plus importante que lorsqu'il n'y a pas de bulles. Et la raison pour ça, c'est tout simplement que dans ces systèmes, on a pu mesurer par ailleurs la forme des ménisques, et la forme des ménisques, elle n'est pas plate, elle fait plutôt un angle par rapport au plan moyen de l'interface qui se rapprocherait de 45 degrés, et que lorsqu'on a une bulle bombée, ça crée effectivement de la dissipation supplémentaire parce qu'il faut que les lignes de courant contournent la surface de la bulle. Donc ici, cet aspect géométrique de la bulle, eh bien, comment dire, casse un peu l'effet lubrifiant de l'air. Et donc, en fait, si on calcule par des logiciels aux éléments finis, la longueur de glissement ici sur une bulle de ce genre, avec donc, en fonction de l'angle de protrusion qu'elle fait au-dessus de la surface, eh bien, on s'aperçoit que pour avoir effectivement, pour gagner en termes de lubrification, eh bien, il faut que l'angle, que cette bulle soit très plate. Et si elle commence à bomber trop, ici c'est vers 40-50 degrés que la catastrophe se produit, eh bien on perd et on peut même arriver au contraire à bloquer une fraction de liquide au voisinage de la surface. Donc bilan, le piégeage de gaz n'augmente pas toujours le glissement, il peut au contraire augmenter la friction à l'interface. Donc ça rajoute encore une contrainte si on veut augmenter le glissement en utilisant donc, des bulles de gaz sur les surfaces. Alors c'est pas perdu pour autant, mais il faut quand même réfléchir beaucoup à la façon de s'y prendre. Et là je vais vous montrer pour terminer l'expérience qui a été réalisée donc, dans notre groupe par Lédéric Bocquet et puis ses collaborateurs. Ils ont utilisé donc, des forêts de nanotubes sur des surfaces. Et ces nanotubes, ils les ont regroupés comme ceci en paquets, sur des petites formes triangulaires. Donc pour faire ça, on les trempe simplement dans une phase liquide et puis on laisse s'évaporer. Et ça fait un petit peu comme les poils du chien mouillés. Donc ils se recouvrent en brosse. Et la longueur, la taille typique du motif ici, elle dépend de la longueur des nanotubes. Plus ils sont courts, plus ils sont raides, plus les motifs sont serrés. Et donc ils ont étudié en fait l'écoulement sur ces nanotubes qui sont sur des structures qui sont rendues hydrophobes par fonctionnalisation par des thiols. Et ils ont vu qu'effectivement, dans l'état de Cassis, qui est super hydrophobe, eh bien, ils obtiennent donc une longueur de glissement qui est de taille significative, ils atteignent jusqu'à 2 microns, et qui effectivement augmente bien avec la taille caractéristique du motif sur la surface. Voilà. Donc effectivement, ce genre de géométrie se rapproche beaucoup plus de petits plots que les lignes que j'ai montrées tout à l'heure. Et je pense aussi que la forme du motif en petite montagne comme ceci doit favoriser peut-être le fait qu'on a une interface assez plane. En tout cas, il semble avoir des résultats qui sont compatibles avec ce qu'on pourrait attendre par une théorie hydrodynamique où on mettrait une surface plane et où on n'a pas trop d'effet de dissipation par les ménisques. Oui. Pour définir la surface de référence, le contact, oui. il faut venir à nouveau c'est pas un débit qu'on vient toucher. Alors non, ici dans ces expériences, ce sont des expériences par suivi de particules. Et donc la surface de référence, en fait, c'est le ménisque lui-même, c'est la fin du fluide, c'est là où il n'y a plus de particules. Donc c'est pas très sensible justement à la façon dont on définit la surface de référence. Plus c'est haut, plus on va définir en haut. On va se
Oui, certainement dans ce genre d'expérience où le haut de la surface n'est pas défini de façon très très facile, ça va en dépendre, mais l'effet relatif, lui, je pense qu'il n'en dépend pas tellement, c'est-à-dire le fait qu'on arrive effectivement à augmenter cette longueur de glissement en changeant la géométrie à la surface, lui est robuste. Quant à la façon dont on définit effectivement la surface, oui, là, elle est définie effectivement par la position du ménisque. La hauteur des poils, typiquement, je crois que c'est le micron. Mais elle est variée justement elle est un petit peu variée pour changer donc la taille de ces plots qui se forment. Voilà. Et donc pour terminer, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on a parlé ici beaucoup de toutes petites échelles, mais les effets d'hydrodynamique aux interfaces, ça se manifeste aussi, enfin il y a des problèmes en tout cas intéressants qui apparaissent à des échelles beaucoup plus importantes. Et ici donc je vais vous montrer des expériences qui ont été, si mon film veut bien passer. Voilà. Donc il s'agit d'une bille de taille 2 cm de diamètre qui tombe, qui tombe en fait dans un liquide, qui traverse une surface libre d'eau. Et donc la première que vous avez vue là, c'est avec une bille qui est hydrophile. Et puis celle que je vais vous montrer exactement la même, mais avec une bille qui a été traitée de façon à être hydrophobe en surface. Et c'est la seule chose qui change entre les deux expériences. Voilà. Et en fait, ici, vous voyez que même au niveau macroscopique, ça peut se donner lieu à des effets qui sont très différents. Voilà. Des questions? Oui. Je suppose que la grossification réduire la pédance Oui, oui, c'est... En fait, c'est ouvert, justement, les personnes essaient de concevoir des canaux pour augmenter au maximum le glissement. Donc, typiquement, par exemple, il y a un... Typiquement un canal de Ouais. qui fait un glissement de 100 nanomètres. Ah, c'est cette question-là. Alors là, tu le réduis en rapport, c'est-à-dire que 100 nanomètres sur 10 microns, tu vas modifier la perte de charge en rapport de 100 nanomètres sur 10 microns. Voilà, il y a un facteur 6 dans un canal. Il y a un facteur 6, pas plus. Pour avoir vraiment, oui, des effets importants. Alors ça, effectivement, il y a des projets selon ce que tu dis, c'est-à-dire mettre des plots très fins. Si tu mets des plots très fins et assez espacés, si possible en forme de cône, on arrive à faire mieux que ce que j'ai dit tout à l'heure. Et il y a des projets pour essayer comme ça d'arriver à des longueurs de glissement qui seraient d'ordre de 50 microns. Voilà. Mais bon, c'est pas encore obtenu, c'est calculé, quoi, si j'ose dire. Sébastien? Deux petites questions peut-être. Premièrement, pour cet effet de longueur du ligne U, Oui. il semble facile de vérifier ça en changeant la pression du liquide. En changeant là? La pression du liquide. Oui, ça peut sembler facile de changer la pression du liquide, mais pour l'instant, nous, on n'arrive pas à faire des manips de machine à force avec des pressions qu'on change. Donc en fait, dans les expériences que je vous ai montrées là sur les bulles piégées, la forme du ménisque, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. On l'observe, mais on n'arrive pas à le changer. D'ailleurs, on ne comprend pas très bien pourquoi ce sont des ménisques comme ça qui font un angle aussi bombé au-dessus de la surface. Et puis deuxième question qui se rapporte à notre discussion d'avant le séminaire. Bon, mais si je comprends bien, l'eau est quand même effectivement anormale, en ce sens que sur une surface hydrophile, la longueur de glissement est nulle pour l'eau, alors qu'elle est non nulle, ds est positif, pour tous les autres liquides. Est-ce que j'ai mal compris? Oui, effectivement. Alors, effectivement,
Sur des surfaces comme le mica, par exemple, qui ont été étudiées à la fois avec des liquides non polaires et puis avec de l'eau, eh bien, il n'y a pas de couche il n'a pas été observé de couches bloquées avec de l'eau, alors qu'avec les liquides polaires, il y avait effectivement des couches piégées. C'est des choses qui ont été confirmées dans plusieurs expériences de machines à force, effectivement. Ceci étant, oui, non, effectivement. Il y a bien quelque chose d'anormal dans la structure de l'eau qui fait que la couche de surface, elle est mobile, alors qu'avec un liquide qui n'est pas de l'eau, elle est immobile. Oui, c'est bizarre. Alors, oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Est-ce que c'est général à d'autres surfaces? Oui, oui. Il n'y a pas de couche bloquée avec le Oui. mica, c'est qu'en fait, si on fait un contact mica-mica, alors soit on fait dans l'air, il y a 2-3 amphitrons de l'atmosphère, et ensuite quand on met dans l'eau, on fait ces 2-3 amphitrons, mais on ne sait pas s'il y a une couche d'eau bloquée ou non, donc on le fait toujours avec une référence zéro contact qui ne sait pas en fait s'il y a une couche d'eau immobile qui s'enlèvera peut-être jamais, ou si carrément. Est-ce que tu... Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il n'y a pas de couche bloquée d'eau. Maintenant, si elle est bloquée, elle ne sera peut-être jamais, puis elle est comptée comme faisant partie du mica dans D'accord. il me semble, hein. C'est-à-dire qu'en fait, dans les publications qu'ont écrit Israël-Ashvili et Horn, Israël-Ashvili dit qu'à 1 angstrom près, il n'a pas d'effet de couche bloquée de l'eau sur le mica. Mais alors, par contre, effectivement, cet aspect mesure absolue de la distance entre les surfaces, dont on dit toujours que c'est bien meilleur avec des surfaces à lame de mica parce qu'on voit à travers, c'est quand même pas si simple que ça, parce que quelque part, il faut bien aussi, dans ces expériences-là, décider où c'est le zéro. Hein? C'est ça, c'est-à-dire que voilà, on prend des micas dans l'air, on a une certaine distance référence qu'on pourrait appeler nulle, ensuite on met ces micas dans l'eau et on voit que la distance est plus courte, de quelques angstroms. Alors ça veut dire qu'on a désorbé un certain nombre d'hydrocarbures, de choses comme ça, mais ensuite, voilà, c'est ça qu'on prend en général dans l'eau comme référence contact, et mais on n'a pas quelque chose dans l'ultravide à comparer. Je ne crois pas que personne ait un effet de manipulation. Sur d'autres surfaces, il y a des résultats. Le carbone, par exemple. Alors oui, sur le carbone, moi j'ai vu des résultats récents obtenus par microscopie à force atomique, avec donc des pointes à large rayon de courbure, qui sont très intéressants parce que sur donc le carbone, ils montrent en fait entre guillemets des réponses visqueuses oscillantes, c'est-à-dire que lorsqu'on s'approche à en gros 3-4 tailles moléculaires d'eau de la surface de carbone, la réponse visqueuse n'est plus monotone et fait apparaître ce genre d'oscillation. J'ai vu ça donc, ça date de 1 an, typiquement ce genre de résultat. Et donc, est-ce qu'il y a eu d'autres liquides polaires essayés? Est-ce que l'eau est le seul liquide polaire? Oui. Alors, nous, on a utilisé le glycérol, des mélanges au glycérol, mais avec des résolutions qui sont donc, comme je dis tout à l'heure, limitées par la position du contact. Et avec cette résolution qui est donc de 2 nanomètres, on n'a pas vu de différence sur la longueur de glissement, enfin pas de différence, je dirais, très significative lorsqu'on utilise de l'eau ou des mélanges eau plus glycérol sur les mêmes surfaces. En disant pas de différence violente, c'est-à-dire que sur des variations de viscosité d'un facteur 50, il va y avoir quelques nanomètres de différence, mais pas plus. Vous essayez par exemple avec du méthanol polaire? Non, j'ai pas de référence avec des alcools. Dans une question, Oui. on parle de fluide simple, mais enfin, toutes les molécules en question sont vraiment des molécules qui par est-ce qu'il est envisageable de prendre des fluides vraiment simples, genre Alors, le gaz, c'est quand même très différent. Par contre, liquide. Ce qui a été fait, c'est des molécules d'OMCTS, qui sont des molécules qui sont quand même assez rondes, à symétrie assez sphérique. Et les résultats sont quand même assez typiques d'autres molécules non polaires.
expérimentalement, comment s'est observé les dômes de bulles piégés sur les surfaces? Et comment ont été mesurés leurs propriétés? Alors, expérimentalement, il y a eu, comment dire, un premier essai avec de l'observation optique pour voir quand est-ce que enfin, par mise au point optique. Mais la méthode la plus précise, en fait, c'est aussi par la machine à force de surface. Donc là, je n'en ai pas parlé ici. Mais en fait, lorsqu'on fait ces manips dynamiques sur un tapis de bulles, on observe une réponse élastique qu'on n'a absolument pas dans tous les autres cas. Et cette réponse élastique, en fait, elle est mesurable et elle est précise et elle permet de mesurer l'élasticité moyenne de la surface. Et l'élasticité moyenne de la surface, elle dépend fortement du ménisque et de la forme du ménisque. Et c'est avec cette méthode-là qu'on a eu la meilleure, estimation de l'angle des bulles. Une question sur si tu as une bulle d'air piégée avec non pas quelque chose de plat, Oui. et comment ça se compare au niveau de friction avec si tu as pas de bulle d'air, qu'est-ce qui représente? Ah ben, si l'interface est plate, ah oui, le fait d'avoir de l'air est systématiquement lubrifiant quand même. Oui. Ma question, c'est Oui. que tu as dit tout à l'heure que c'était difficile de contrôler la pression Dans les dispositifs. Oui. Ouais. Est-ce que les courbures qu'on a sur ces bulles-là peuvent être modifiées de manière assez conséquente juste en changeant la profondeur dans laquelle tu plonges la sphère de ton... Ah ben j'ai pas pensé. Ouais, ben, merci. La pression hydrostatique est très faible par rapport à la pression hydrostatique. Ouais. Non mais c'est... Ouais. Ouais. Typiquement, en fait, je pense que c'est de l'ordre du bar, effectivement, parce que la raison, en fait, pour laquelle, dans le graphe que je vous ai montré, j'ai limité l'angle au niveau négatif à cette valeur-là, c'est que pour un angle négatif plus grand, c'est pas possible. On arrive à des pressions dans le gaz qui est négative. Donc, en fait, ça donne un petit peu, effectivement, l'amplitude de la pression capillaire. Peut-être, ouais. Ouais. Il y a quelque chose que je ne vois pas très bien, c'est que Oui. je me demande si la taille des molécules Oui. doit avoir un effet quelconque sur les longueurs de glissement qu'on doit mesurer. Le fait qu'on a une approche microscopique, je ne sais pas si justement dans quelle mesure on peut être précis et Ben, en fait, ce que je pense, c'est que c'est plutôt, c'est pas tant la taille des molécules qui compte que les propriétés les propriétés ici de cette couche de déplétion. Voilà. Alors ça, c'est qualitatif comme réponse. Après, ce que je peux dire au niveau théorique, ce qui a été essayé, c'est ce que je vous ai dit par oral, c'est prendre un modèle où on met une couche de gaz à l'interface pour simuler, entre guillemets, cette couche de déplétion. Et là, donc, tout va dépendre de l'épaisseur de cette couche de gaz. Mais c'est quand même pas un très très bon modèle, ne serait-ce que parce que dans ce modèle, on va obtenir une longueur de glissement qui dépend d'un contraste de viscosité, et que donc c'est un paramètre supplémentaire, ce contraste de viscosité. Alors, il y a une autre théorie qui a été faite pour quantifier cette longueur de glissement, qui est une théorie des liquides, donc basée sur une approche de réponse linéaire des fluctuations de quantité de mouvement transverse, de la même façon que les formules de Kubo peuvent donner une estimation de la viscosité à partir des fluctuations dans un fluide. Et donc, dans cette théorie de réponse linéaire, ce qui a été obtenu, c'est une expression pour la longueur de glissement qui dépend effectivement de la taille de la molécule, mais alors ici, c'est des choses qui sont faites pour les liquides simples de type Van der Waals, qui dépend de la densité à l'interface,
donc ça je l'ai mentionné tout à l'heure, qui dépend de la corrugation de l'interface elle-même. Ça c'est un paramètre qui est très important parce que sur une surface qui est lisse à l'échelle mathématique, si j'ose dire, c'est-à-dire qui est tout à fait invariante par translation, eh bien il ne peut pas y avoir de glissement. Et puis qui dépend du facteur de structure du liquide et précisément à la longueur d'onde de la corrugation de l'interface, c'est-à-dire qu'il y a des effets de commensurabilité aussi. Voilà. Oui. Le film que tu as présenté à la fin est spectaculaire. Quelles sont les raisons qualitatives de cet effet aussi spectaculaire? Parce que les longueurs de glissement que l'on peut obtenir à partir de surfaces, qu'elles soient texturées, non texturées, hydrophiles ou hydrophobes, restent dans le domaine de la centaine de nanomètres typiquement. Et si on regarde les conséquences hydrodynamiques de ces effets de glissement, finalement, pour les éboulements ordinaires, elles sont très faibles. Donc, comment arrives-tu à produire un effet aussi spectaculaire avec des effets de glissement qui sont intuitivement... Alors, j'ai montré cet effet-là, en fait, il n'est pas lié au glissement. Cet effet-là, il n'est pas lié au glissement, il est lié au mouillage. C'est-à-dire que dans cette manip-là, ce qui se passe, c'est que la sphère entraîne un film d'air parce que le contact triphasique air liquide sur la surface solide, la ligne de contact a du mal à se déplacer à la vitesse où pénètre la bulle dans le liquide, et donc l'air est entraîné. Alors, je dirais que c'est quand même une manifestation macroscopique de l'hydrodynamique à l'interface, même si ce n'est pas du glissement à proprement parler, si c'est un effet de ligne de contact dynamique, aussi précisément parce que les effets de ligne de contact dynamique dépendent quand même de la façon dont l'hydrodynamique interfaciale va dépendre à cette ligne de se déplacer. Mais c'est pas, typiquement, ça ne s'explique pas en termes de longueur de glissement, comme ce que j'en ai parlé auparavant. Mais c'était pour montrer que les phénomènes hydrodynamiques aux interfaces sont quand même importants à l'échelle macroscopique. C'est vrai que c'est l'air qui joue un rôle. Ça doit changer complètement si on fait ça. Ouais. Non. Bon, on peut penser aussi, enfin dans le film, il y aura toujours de la vapeur d'eau quand même. Ouais. Oui, mais il faut voir à quelle vitesse. Voilà. Là c'est un problème dynamique. Bien, merci.